Bonjour Sandrine de Bonjour. Marseille. On a Mariam, Lydie qui nous rejoint, super. Rebonjour Lydie. J'ai ma collègue Gillian. Gillian ne parle pas encore français couramment. Hi Gillian, do you want to say Ça, hello je to? ne parle pas, je ne parle pas le français. Bonjour. Excellent accent, really good. Oh, Si vous voulez merci Lydie, merci bien Lydie de vous présenter dans le chat. Donc, n'hésitez pas à préciser votre rôle, d'où est-ce que vous nous rejoignez. On a des collègues, je disais, de Marseille, de Montpellier, peut-être de Bordeaux, et Anne-Gaëlle, super, Anne-Gaëlle qui nous rejoint de Londres. oui. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Ouais, désolée, je sais pas, ça me disait que j'avais pas le droit de venir dans le meeting, donc j'ai dû. Ah. Ah, pardon, je te faisais attendre, je suis désolé. Oh, oui, excuse-moi. On a aussi Antoine, Antoine qui nous rejoint. J'espère que Raphaël pourra se rejoindre à nous aujourd'hui. Elle a été superbe contribution de la part de Raphaël hier et la semaine dernière. C'était très très intéressant. On a Zineb aussi qui est une collègue qui s'occupe du marché français, donc qui travaille pour Blackboard. Donc je regarde, on a Florence aussi hein, qui nous rejoint, qui était là aussi la semaine dernière, très très bien. Le micro, Antoine, je sais pas pourquoi tu n'as pas le micro. Peut-être vient peut-être de la manière dont tu t'es rejoint. On va essayer de donner le micro et la caméra. Laisse-moi regarder 30 secondes. Antoine, ta, 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 euh, Hervé, you starting? It's 12:32. yes. I'm just enabling Antoine, Antoine with the mic and the camera. Antoine, en théorie, en fait, j'ai deux adresses pour toi. J'ai Antoine en tant qu'invité et Antoine en tant qu'externe. Voilà. Je pense que c'est la C'est manière dont tu t'es connecté. c'est tout bon. C'est tout bon. Merci. Impeccable. Ah, Hervé. super. Merci de nous rejoindre, Antoine. Merci, Raphaël. Raphaël, je parlais de ta contribution hier et la semaine dernière. Donc, encore une fois, grand merci de te rejoindre aujourd'hui. Donc, je commence parce qu'il est l'heure de commencer. Donc, certains d'entre vous se sont présentés dans le chat. Donc, c'est super d'avoir des collègues qui nous rejoignent de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal et bien sûr de la France, peut-être de la Belgique aujourd'hui. Nous verrons. Donc, nous enregistrons les premières 30 minutes. Et la deuxième partie, nous ne l'enregistrons pas pour vous permettre de parler, de poser vos questions de manière plus informelle et plus libre. Donc, nous partagerons aussi les diapositives avec vous, les présentations, ainsi que les enregistrements, mais il nous faudra un peu de temps pour les éditer et les mettre en ligne. D'accord? Donc, un peu de patience. J'espère qu'on pourra faire ça d'ici la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, mais le contenu sera partagé bien sûr avec vous. Et donc, nous finissons cette série de 5 outils en 5 jours avec Anne-Gaëlle. On a commencé la semaine dernière avec Tamim Donancia. On a continué avec Raphaël et Antoine cette série. Et nous finissons aujourd'hui avec Anne-Gaëlle, qui est basée donc au Royaume-Uni, qui travaille pour l'université de Westminster, qui est enseignante de computer science, donc d'informatique, et qui bien sûr utilise
une grande efficience les grilles d'évaluation, les rubriques. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler des grilles d'évaluation et donc finir cette série en parlant de cet outil. Et donc, toujours un peu de mise en contexte, d'accord? Puisque certains d'entre vous nous rejoignent peut-être seulement pour cette session. Donc voilà un peu une liste de nos clients en Europe qui utilisent donc notre plateforme Learn LMS qui intègre de l'intelligence artificielle. Donc, pour vous permettre de reconnaître cette interface, d'accord, on la compare avec d'autres, puisque beaucoup d'institutions ou certaines institutions peuvent utiliser plusieurs LMS à la fois. Et donc, vous voyez le LMS Learn Ultra, l'interface Ultra, qui est en bas à droite de votre écran. Et donc, depuis le mois de septembre, régulièrement, chaque mois ou tous les 2 mois, nous mettons à disposition de nos clients de nouvelles fonctionnalités. Donc, on a vu la semaine dernière comment générer la structure du cours avec les modules d'apprentissage, comment générer des tests ou des séries de tests et des banques de tests aussi. Nous avons vu ça hier avec Raphaël. Ainsi qu'aujourd'hui, donc, comment générer une grille d'évaluation. Nous avons vu aussi la semaine dernière l'importance, comment générer des discussions ou un journal, ainsi qu'un devoir authentique en utilisant la taxonomie de Bloom. Donc, nous travaillons avec Microsoft, donc au niveau de l'intelligence artificielle, mais nous avons mis en place six principes importants avec nos clients, d'accord? Donc, si vous utilisez notre plateforme Ultra et si vous n'avez pas accès aux outils d'intelligence artificielle, c'est parce que votre institution le décide. Donc, généralement, des universités se réunissent en commission pédagogique, commission d'éthique. Et donc, il y a tout un processus de décision que l'université suit. Et l'université va décider de mettre à disposition tous les outils ou seulement certaines fonctionnalités. Donc, ne vous inquiétez pas si vous utilisez cette plateforme et vous n'avez pas accès aux outils, mais plutôt contactez votre administrateur système ou votre ingénieur pédagogique. Une fois que votre organisation, votre école de commerce ou votre université a décidé de les mettre à disposition, c'est de votre responsabilité de vérifier la validité, la précision, la pertinence de ce que l'intelligence artificielle, l'outil d'intelligence artificielle va générer. D'accord? Nous faisons vraiment tout notre possible et on l'a expliqué cette semaine, hier et la semaine dernière, comment par exemple avec le sélecteur de contexte, comment vous pouvez sélectionner le contexte sur lequel vous voulez par exemple générer des tests. Donc cette approche va éviter soit des réponses fausses, soit des hallucinations. Mais bien sûr, on n'en est pas à l'abri et c'est votre responsabilité d'enseignant de bien vérifier ce qui a été produit par les algorithmes ou l'intelligence artificielle. Au niveau des droits d'auteur, les droits d'auteur, tout ce que vous mettez sur la plateforme vous appartient soit à vous en tant qu'auteur, enseignant qui va peut-être publier un livre l'année prochaine ou dans les prochains 6 mois, ou alors les droits appartiennent à votre organisation, à votre école de commerce ou à votre université. Là, encore une fois,
ce n'est pas de la responsabilité d'Anthologie ou de Blackboard, et donc c'est à vous de bien voir avec vos responsables ou vos collègues. Même chose au niveau des données, d'accord, de la confidentialité des données. Les données de vos étudiants appartiennent à votre institution et nous faisons le maximum, bien entendu, pour les protéger. Tout à fait. Et donc, nous souscrivons, bien sûr, à la RGPD et toute la législation, les législations nationales et européennes. Et donc, une des conséquences, c'est que l'intelligence artificielle générative n'est pas utilisée pour les flux à enjeu élevés, donc tout ce qui concerne, par exemple, l'annotation des étudiants. D'accord? Et bien sûr, étant donné que vous utilisez une plateforme en ligne, il y a la possibilité de faire une recherche sur les usages, la fréquence d'utilisation, etc. Donc, il y a un accès à un audit, à des outils d'audit et de data reporting. OK. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de démontrer comment générer une grille d'évaluation, ou qu'on appelle aussi rubrique, d'accord? Ça vient du terme anglais ou américain rubric. Et à quoi la validité d'utiliser des rubriques. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue étudiant, d'accord, parce qu'en publiant vos grilles d'évaluation, vous allez permettre à vos étudiants de comprendre comment vous allez les noter, d'accord. Le magique 17, 18 sur 20, excellent. Voilà, généralement, d'accord, un enseignant, s'il a des centaines et des centaines de copies, les plus mauvaises ou les meilleures, voilà, faibles, à refaire, à réécrire, ou excellents, mais sur quels critères, d'accord, quels critères l'enseignant a utilisé pour produire cette note sur 20, par exemple, ou généralement, c'est sur 90 ou 95% dans le système britannique. Dans le système américain, on met facilement des 100%, d'accord? La moyenne, une moyenne peut être 30% dans le système britannique, elle est à 50% ou 60% dans d'autres systèmes de notation. Donc, une clarté, une transparence vis-à-vis de la notation de vos étudiants va les aider à comprendre et à s'améliorer. D'accord? Donc, on verra, on en parlera avec Anne-Gaëlle ainsi que Raphaël et Antoine sur l'importance d'utiliser des grilles d'évaluation. Et donc voilà un résumé, d'accord? Vous avez un peu un résumé du pourquoi, pourquoi il fait sens d'utiliser des grilles d'évaluation. Donc je vais juste, je vais arrêter de partager et je vais faire juste une petite démo. Can you see? Je vais sur le cours. Antoine, vous voyez mon écran? Can you see my screen? Non, on ne voit pas. Non, No? on le voit plus là. On le voyait jusqu'à maintenant. Ok, je vais repartager. Ça a tellement bien marché qu'hier que, bien sûr, aujourd'hui, j'ai dû faire un peu trop vite. Donc, partage d'écran. Non. Antoine, est-ce que tu vois mon écran, le cours ultra? Non, pas encore. Mais je suis sûr que ça va arriver. Je recommence. Voilà. Tout doucement pour Teams. J'allais trop vite. Trop de confiance après 2 semaines sur Teams. Trop de confiance. Donc, voilà un cours, d'accord, pour vous montrer le départ.
OK, donc mes cours s'affichent sur la première page. Je vais sur mon cours sur les principes fondamentaux de l'ingénierie et dans cette première unité, d'accord, j'ai créé ce matin un nouveau devoir avec une grille d'évaluation. D'accord, donc devoir très simple. D'accord, on est au tout début de ce cours ce cours d'ingénierie. Décrivez en 500 mots les grands principes de l'ingénierie. Et donc j'ai généré ce matin très vite, d'accord, et je vais vous montrer comment cette grille d'évaluation en utilisant notre outil d'intelligence artificielle. D'accord. Donc je voulais 4 colonnes, d'excellent à insuffisant. OK. Et puis, 5 lignes. Comme c'est un travail de synthèse, de résumé, bien sûr, je veux compréhension. J'avais en tête la structure, d'accord. Bien sûr, dans un travail en langue française, il faut une structure très claire, d'accord. On aime le plan. OK, j'adore le plan, peut-être pas en 4 parties, mais en 3 parties, pourquoi pas. De la cohérence, de la clarté. Et bien sûr, je peux décider, si finalement je me dis non, la structure, c'est peut-être pas important, je peux m'en débarrasser ou me dire, bon, mais si j'ai cohérence, structure, peut-être que j'ai besoin que de la structure. Est-ce que j'ai vraiment besoin de clarté pour ce premier travail? Peut-être pas. Je veux quelque chose que les étudiants vraiment se concentrent sur compréhension, précision. Et clarté, je vais peut-être l'enlever ou je vais me concentrer plus peut-être sur compréhension et structure. Et donc, j'enregistre ma grille d'évaluation. OK. Donc, pour vous montrer comment j'ai généré cette grille, je vais commencer dès le départ. OK, donc je supprime ce devoir. Je vais le recréer vite fait au sein de ce module. Donc je vais sur créer. Je crée un devoir, d'accord? Vous pouvez seulement ajouter une grille d'évaluation par rapport à un devoir. Et donc le titre de mon devoir, ça va être une question ouverte. OK. Donc j'ajoute une question de composition. D'accord. Résumé. Ou décrivez tout simplement, d'accord, puisque c'est encore un travail tout au début du cours, d'accord. Décrivez les principes d'ingénierie. Et j'aime bien mettre une limite de mots pour aider mes étudiants. Je l'enregistre, d'accord. Donc j'ai un travail et je vais ajouter ici la grille d'évaluation. Donc je descends je peux pas. Ah oui, parce que j'ai posé une question. Antoine, ouais, t'allais intervenir en me disant non, tu peux pas. Ouais, OK, donc il faut que je pose. Bon pour les. Ouais. Supprimer et donc j'ajoute une question, j'ajoute du texte, voilà. C'est seulement donc vous ne pouvez pas mettre de grille d'évaluation sur des tests. Vous pouvez seulement les mettre sur des soumissions, des soumissions En texte libre. Ouais. en texte libre. Ouais. Donc d'ingénierie. Je mets mes accents. Il faut des accents en 500 mots, on avait dit. J'enregistre et j'ajoute ma grille d'évaluation. Donc, je redescends. Donc, vous voyez un peu l'éventualité. Et là, ça me permet d'ajouter une grille d'évaluation.
Je vais la générer, d'accord? Je peux la créer de manière manuelle, mais je veux utiliser l'outil d'intelligence artificielle. Et là, je peux aider, d'accord? On vous rappelle de mettre une courte description des objectifs d'apprentissage ou un sujet. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'évaluation, c'est la compréhension, d'accord? Le résumé, un résumé. Au niveau de la complexité, bon, c'est le début du cours, et peut-être au niveau des colonnes, 4 colonnes, pourquoi pas, et au niveau des lignes, comme j'en veux peut-être 5 ou 6 pour avoir une idée, d'accord? Et donc, je génère ou je régénère. La grille, et donc, au bout de quelques instants, suspense. Euh, Voilà. Donc, la grille a été générée. Donc, encore une fois, vous avez ce rappel constamment pour chaque fonctionnalité. En haut, la bande bleue, d'accord, ce contenu a été généré automatiquement, son exactitude doit être vérifiée, d'accord? Et donc, vous pouvez vérifier. Ah, tiens, on a ajouté le respect des consignes, puisque j'avais mis 5 lignes. Est-ce que j'ai bien 5 lignes? Respect des consignes. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, ça m'a bien généré 5 lignes de critères. Et au niveau, j'ai maintenant pour l'évaluation maîtrise totale, solide maîtrise, envoi de maîtrise. D'accord? Et donc, après, je peux la valider et vous pouvez changer, éditer chaque colonne, euh, chaque cellule de votre grille. Donc, voilà vite fait une présentation, une petite démo sur la génération de grilles d'évaluation. Donc, je remets les diapos. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat à propos de la génération des grilles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à gagner du temps. D'accord? Vous avez vu, j'ai fait cette démonstration en direct. La génération a pris quelques secondes. Et bien sûr, la grille d'évaluation, comme tous les autres outils que nous avons vus pendant cette série, interagit au sein du cours. D'accord? Bien sûr, on utilise l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft, d'accord? Mais il y a une sorte on fait travailler l'intelligence artificielle sur le contenu que vous avez ajouté au sein de votre cours. OK? Et notamment, on a vu ça, l'exemple, on en a parlé un peu les séances précédentes, d'avoir une description pour votre cours. C'est important. Donc, plus la description de votre cours est riche avec les thèmes que vous abordez, avec vos objectifs d'apprentissage, cette description du cours va aider à la génération de contenu beaucoup plus pertinent et valide. Et bien sûr, certains d'entre vous avaient ce problème hier quand ils essayaient de tester avec Ultra. Leur cours était en français et le contenu était généré en anglais. Et ça, c'est peut-être probablement parce qu'il faut faire attention à ce que la langue de votre cours soit bien allouée. Donc, ça peut être un enjeu important dans des universités où on enseigne de nombreuses langues étrangères. D'accord? Il se peut que si vous êtes enseignant d'allemand, il faut bien faire attention à ce que la langue du cours que vous enseignez soit définie comme l'allemand, sinon vous allez générer peut-être du contenu en français. D'accord? Donc voilà un peu un résumé.
Et on a parlé aussi de scénarisation pédagogique précédemment. Ok, d'essayer de voir comment ces outils peuvent vous aider à mettre en place soit des activités d'acquisition, de collaboration, de discussion. Donc, l'aspect pédagogique est extrêmement important. Et en fait, les grilles d'évaluation amènent une meilleure transparence par rapport à ce que vous faites au niveau de votre cours et l'aspect essentiel de la notation. Et donc, je vais laisser la parole à excuse-moi, Anne-Gaëlle. Et donc, Anne-Gaëlle, tu travailles depuis déjà plusieurs années sur les grilles d'évaluation et tu as commencé à utiliser des outils d'intelligence artificielle, bien sûr, au niveau, en tant qu'enseignante d'informatique, c'est presque ton pain quotidien, non? Oui, en fait, on a des grandes classes. Donc, en première année, euh, j'ai un module avec 450 étudiants et en deuxième année, ben, suivant les classes, on a des plus ou moins grandes, suivant les options, ça peut être des classes de, je sais pas, 40 jusqu'à des classes, une fois de plus, autour de 300, 400 étudiants. Donc, en fait, on a beaucoup de gens qui interviennent au niveau de la notation. Donc, c'est pas ce qu'on appelle le module leader, le responsable du module qui va corriger tout le monde. Il va faire appel à un nombre de tuteurs. Et donc, c'est très important pour être sûr que les notes enfin, que tous les étudiants soient notés de manière consistante, d'avoir des grilles d'évaluation très précises. Et aussi, ça permet aux étudiants de bien comprendre où sont les points, comment faire pour avoir les points et pas se concentrer sur certains aspects du devoir qui peut-être ne vont pas rapporter énormément de points. Donc, c'est un peu pour ça comment dire, on a mis en œuvre une police, désolée pour les anglicismes, une, euh, Stratégie. une stratégie, voilà, merci, d'utiliser les grilles d'évaluation pour quasiment tous les devoirs pour permettre aux étudiants vraiment de voir que ils sont notés de façon consistante. Parce qu'en fait, les étudiants se plaignaient que d'un tuteur à l'autre, il pouvait y avoir des variations. Donc, ça permet d'être sûr que tous les tuteurs ont la même compréhension de comment allouer les points et les étudiants ont cette même compréhension aussi. Donc voilà d'où on vient. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis en place l'utilisation des rubriques ou des grilles d'évaluation, en fait, on a beaucoup augmenté comment dire, les évaluations des étudiants au niveau de comment dire, comment eux évaluent nos devoirs et le feedback qu'on leur donne. Donc, ils ont vraiment, c'est un point sur lequel on avait un peu du mal. Et là, maintenant, c'est vrai que depuis qu'on a mis ça en place, c'est quelque chose que les étudiants admettent. Nos devoirs sont clairs, les notes sont claires et les retours sont clairs. Donc, voilà C'est moi qui avance ou c'est toi qui avance? Comme tu veux, tu peux prendre la main ou si tu veux Est-ce que tu veux si je fais ça, ça a avancé pour tout le monde ou ça a avancé que pour moi? on est toujours sur la slide, la Ouais, diapo non. 23. Ah ouais, voilà. Ouais. Ah oui, donc faut que je fasse ça. C'est ça? C'est bon? Donc, Ouais, c'est bon. essaye Là, encore une fois parce que je crois que c'est moi qui l'ai déplacé pour toi. Ah, je sais pas. Attends, là. Essaye de voir. Et si je fais ça? Ah non, non, c'est toi, c'est toi. Donc c'est pas Ah grave, mince. c'est toi. Non, non, mais Ah, tu t'inquiète. me dis. Je te dis, ouais. On la fera à la Boris. Next slide, please. Donc en fait,
quand je veux, utiliser des grilles d'évaluation, ça fait beaucoup de textes à écrire. Donc, en fait, Hervé a montré comment utiliser la génération des grilles d'évaluation dans Blackboard Ultra. Mais c'est vrai qu'au départ, ça c'est assez récent. Nous, on l'a eu en septembre, je crois. Et avant ça, il fallait faire ça manuellement. Donc, évidemment, avec ChatGPT qui est sorti, on s'est dit, ce serait peut-être super d'essayer de faire quelque chose. Donc, en fait, évidemment, l'IA générative n'a pas de compréhension. Et on ne peut pas effectuer de calcul mathématique qui peut être un problème pour les grilles d'évaluation pour faire certaines choses. Et l'IA générative se contente de traiter le texte en se basant sur des motifs de connaissances apprises à partir de données d'entraînement approfondies. Et les modèles génèrent des réponses en prédisant ce qui vient ensuite dans une séquence de texte. Et leurs réponses sont basées sur des associations statistiques dans les données d'entraînement. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est important de donner du contexte et non pas seulement demander à l'IA générative de créer une tâche précise. Donc, on doit donner les deux. On doit demander d'effectuer une tâche précise. Il faut vraiment que ce soit très spécifique et en même temps donner autant de contexte que possible. Donc, page suivante, s'il te plaît. Ah, alors attends. Moi, je suis plus synchronisée. Voilà, ok, c'est bon. Donc, en fait, mon objectif, c'était de créer une grille d'évaluation complexe sur Blackboard pour la notation d'un devoir en informatique. Et je voulais un niveau élevé de granularité dans les critères d'évaluation de la grille. Je voulais aussi un niveau élevé de commentaires personnalisés et spécifiques pour chaque critère. Je suis très gourmande, donc je voulais 13 critères. Et 4 catégories pour chaque critère. Et je voulais aussi utiliser une fourchette de points, ou ce qu'on appelle aussi une plage de valeur. Donc, au lieu d'avoir un pourcentage 25%, 50%, 75%, 100% dans l'exemple précédent, en fait, moi, je veux par exemple de 0 à 4 ou de 4 à 8, des choses comme ça. Donc, en fait, en chiffres, ça faisait 169 champs à éditer, plus 4 noms de catégories et la création de 65 commentaires. Donc, c'était un petit peu, c'était assez intense. Donc, je me suis dit, bon, essayons l'IA générative pour au moins nous faire gagner du temps et nous aider. Hervé, Oui, je passe à la suivante. Ouais. s'il te plaît, ouais, voilà. Donc, en fait, l'étape 1, c'est de donner une description de devoir vraiment très claire qui va servir de contexte. Donc, là, par exemple, je donne une description détaillée. Je donne des critères d'évaluation détaillés également. Et j'essaye de donner autant de descriptions que possible qui seront utilisées pour les retours. Et les étudiants vont lire tout ceci, mais l'IA va aussi lire tout ceci et on veut être sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc là, mon devoir, c'est de créer une application web côté client qui permet à l'utilisateur de chercher des propriétés. C'est un peu comme sur seloger.com, donc vous donnez vos critères, quel type de maison, quel prix, nombre de chambres, la date, etc. Et puis vous faites votre recherche et puis hop, ça vous donne comment dire, une liste de propriétés. Vous pouvez les visionner une par une, voir les photos, etc., les descriptions. Donc voilà ce que les étudiants devaient faire. Et puis donc je donne autant autant de détails que possible. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est de
dans mon cas, ça a été de demander à ChatGPT d'écrire cette grille d'évaluation. Donc, j'ai fait 2 prompts. Le premier, donc j'ai dit voici l'énoncé du devoir de développement web côté client pour mes étudiants de 2e année d'université. Donc, je donne du contexte, quel niveau, quel module. Et après, donc, j'ai juste copié et collé le devoir dans ChatGPT, donc en utilisant rightmove.co.uk comme exemple, créer une application web côté client permettant à l'utilisateur de rechercher des propriétés par, etc., etc. Donc là, je colle mon devoir. Donc évidemment, ChatGPT me répond, me donne son avis sur mon devoir. Donc, mais c'était pour lui donner du contexte. Et ensuite, je lui demande, oh non, pardon, Hervé, c'est toujours sur la même. Voilà. Ensuite, je lui demande de générer une grille d'évaluation détaillée pour un devoir. Donc, je me répète un petit peu. Donc, et je lui dis, assurez-vous d'inclure des commentaires descriptifs pour chaque critère, ainsi que des plages de points spécifiés. Mentionnez les différents niveaux d'accomplissement pour chaque catégorie. Donc, j'essaye de lui donner des informations sur ce que sur ce que je veux. Donc là, on peut passer à l'étape suivante où on va regarder la réponse. Donc là, ChatGPT me donne une réponse. Donc, formulaire de recherche pour 25 points. Il me propose donc pour 5 points pour HTML5 Forms avec des fourchettes de points, donc 0 à 2, 3 points, 5 points, etc. Donc, majoritairement, c'est correct. Les critères sont bien identifiés parce que je veux effectivement jQuery UI widgets pour 10 points. Je veux aussi m'assurer que tous les critères sont pris en œuvre pour la recherche, etc. Les notes associées sont correctes et les commentaires fournis sont pertinents. Quand on regarde, par exemple, la recherche fonctionne parfaitement pour tous les critères, 8 à 10 points, 5 à 7 points. La recherche fonctionne pour la plupart des critères, mais des bugs mineurs subsistent. Donc, tout ça, c'est assez pertinent pour moi. Mais en fait, je souhaite avoir encore plus de granularité et je veux 4 catégories pour chaque critère. Et aussi, il faut que je m'assure que ce soit dans un format que je vais pouvoir utiliser directement dans Blackboard parce qu'en fait, là, on voit qu'il me donne 3 critères pour chaque catégorie, mais parfois, il m'en donnait 4, parfois, il m'en donnait que 2. Donc, en fait, moi, il m'en faut que ce soit toujours le même nombre de critères, sinon, je ne vais pas pouvoir l'insérer directement dans dans Blackboard Ultra pour la génération de ma grille d'évaluation. Donc là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, je lui demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler chaque critère d'évaluation en 4 catégories et je donne le nom de mes catégories entièrement mises en œuvre, défauts mineurs, défauts majeurs non réalisés, avec les notes associées et les commentaires et veuillez présenter cela sous forme de grille. Alors, j'ai remarqué que si je vous vois ChatGPT, il répond mieux à ce que je veux, donc, donc je vous vois ChatGPT. Et aussi, je lui dis toujours s'il vous plaît, merci. Voilà. Il est poli avec toi? En retour, il est toujours très poli? Ouais. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, voilà. Là, j'ai... voilà. Donc, là, il me donne la grille d'évaluation détaillée, entièrement mise en œuvre, défauts mineurs, défauts majeurs non réalisés. Donc, une fois de plus, c'est à peu près correct. Mais moi, en fait, je veux que les commentaires aillent avec les notes. Donc là, il n'a pas vraiment compris ce que je voulais. Et quand je dis compris, c'est vraiment entre guillemets. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est lui donner un exemple. Donc, c'est là qu'on passe à l'étape suivante. Hervé, s'il te plaît. Donc là, pour être sûr d'obtenir ce que je veux vraiment, je vais donner un exemple. Et d'ailleurs, j'ai fait une faute dans mon exemple et il a suivi ma faute, en fait. Donc, je lui dis... je souhaiterais que les commentaires de retour soient intégrés dans la grille avec les notes
Et aussi, à la place de la première catégorie, il m'avait donné HTML5 Form. Je souhaiterais que cela soit les propriétés supplémentaires. Donc, moi, au départ, je donne 2 ou 3 propriétés à mes étudiants. Je veux qu'eux en rajoutent 5. Pour en rajouter 5 points, etc. Donc, le début de la grille devrait ainsi être, et là, je donne vraiment l'exemple. Critères pleinement mis en œuvre, défauts mineurs, défauts majeurs non réalisés. Donc, au départ, tout en haut, on a nos catégories, nos colonnes, en fait. Et après, catégorie 1, critère 1, propriétés supplémentaires, 5%. Vous avez ajouté 5 propriétés supplémentaires pour découvrir une gamme permettant à la recherche de renvoyer une variété de résultats. Et là, c'est là que je me trompe, je mets 10 à 10. Donc, au lieu de 5, c'est sur 5 points, mais je mets entre 10 et 10. Et ensuite, vous avez 4 propriétés, mais certains critères manquent, de 6 à 9. 1 à 3 propriétés ajoutées, 1 à 5, et aucune propriété supplémentaire n'a été ajoutée, 0. Ensuite, jQuery UI Widgets, 10%. Votre utilisation des widgets jQuery UI améliore efficacement tous les éléments du formulaire, 10 à 10. Vous avez utilisé des widgets jQuery UI, mais tous les éléments ne sont pas améliorés, donc entre 6 et 9. Aucune utilisation de widget. Donc là, il y a une erreur. Je me suis trompée, aucune utilisation. Là, il y a une erreur. J'aurais dû dire utilisation des widgets pour seulement 1 à 3 éléments et non implémenté 0. Donc, étape suivante, la réponse. Donc là, effectivement, il me donne bien ce que je veux. Il me donne, comment dire, les critères, le nombre de points et puis les commentaires qui vont me permettre de donner du retour à tous mes étudiants. Donc, en fait, là, après, c'est vraiment une étape itérative. Donc, je vous conseille de continuer à interagir avec ChatGPT pour obtenir vraiment ce que vous voulez, mais seulement si ça vous permet de gagner du temps. Donc, en fait, pour moi, l'étape suivante, ça a été d'importer tout ça dans Excel pour pouvoir, éditer les petites fautes et retirer ce que je ne voulais pas. Par exemple, en haut, là, les critères pleinement mis en œuvre, il y a 3 points en haut. C'est pas la place des points. La place des points va se trouver à l'intérieur des commentaires parce qu'en fait, pour chaque catégorie, ça va être différent. Donc, étape suivante, Hervé, s'il te plaît. Voilà, donc là, on voit aussi que je voulais que pour non implémenter, ce soit toujours 0. Et pour défaut mineur, en fait, il me mettait que pour défaut mineur, ça commençait parfois à 0. Donc là, par exemple, j'ai un exemple sur la 3e ou 4e ligne, 0 à 4, 0 à 2 pour défaut mineur. En fait, pour moi, défaut mineur commence toujours à 1. Donc, je lui demande, je souhaiterais que la fourchette de points pour défaut mineur, défaut majeur, pardon, pas défaut mineur, défaut majeur commence toujours à 1 et pas 0. Ce devrait ainsi être 1 à 4 au lieu de 0 à 4, 1 à 2 au lieu de 0 à 2, etc. Donc, il me dit, compris, voici la grille d'évaluation mise à jour avec les fourchettes de points, etc. Donc, ça a bien été corrigé. Donc, ça a été un truc qui m'a permis de, une fois de plus, gagner du temps. Donc, étape suivante. Voilà, donc là, je vais, comme il me présente cette grille sous ce format, en fait, je peux directement copier le code et l'importer directement dans Excel parce que Excel va pouvoir comprendre ce code sous forme comment dire, je peux l'importer avec l'import wizard en disant que mes séparateurs sont des barres verticales et donc là, il n'y a pas de souci, je peux directement l'importer dans Excel. S'il ne le fait pas, vous pouvez demander à ChatGPT de fournir cette grille dans un format compatible avec Excel. Donc, étape suivante. Voilà, donc là, en fait, je l'importe dans Excel, je corrige et je recopie mon Excel, je copie, oui, ma grille et je la colle dans le descriptif, dans la case description de rubrique. Et donc, je lui demande bien de me donner des
point range, donc fourchette de points. Je lui demande, on peut varier la complexité, je demande vraiment 4 colonnes. Je mets 7 lignes et en fait, il va m'en générer plus. J'ai pas réussi à générer les 13, mais je crois que j'en ai 11. Donc, c'est déjà pas mal. Et après, ceux qui sont manquants, je peux les rajouter à la main. Donc, ensuite, l'étape suivante, je crois qu'on a la petite vidéo pour le récap. Donc, vous voyez, donc ça, c'est mon devoir. Je demande à ChatGPT, je dis à ChatGPT, voici mon devoir. Voici, génère-moi la grille d'évaluation. Donc, première étape. En fait, je voudrais mes 4 catégories pour chaque point. Je souhaiterais avoir les commentaires et que pour défaut majeur, ça commence toujours à 1. Donc, c'est là qu'ensuite, j'importe dans Excel. Donc, je donne mes... voilà, donc là, j'ai importé dans Excel. Je peux corriger les petites choses qui ne vont pas. Donc là, effectivement, je veux pas les points là-haut parce qu'ils n'ont rien à y faire, ils sont pas corrects. Ensuite, il y a mon erreur où j'avais dit que les propriétés supplémentaires étaient sur 10 et non sur 5. Donc ça, je peux le corriger aussi. Je peux supprimer si quelque chose ne va pas. Et puis, je peux ensuite, donc je continue de corriger. Il y avait un nombre de points qui n'était pas alloué correctement. Voilà, donc on commence à 1, etc. Là, il me donne 2 points, donc je n'ai pas de fourchette. Je préfère donner une fourchette, m'assurer que j'ai des fourchettes partout. Je copie tout. Et là, je vais dans Blackboard Ultra, dans le rubrique générateur. Je paste. Je colle, pardon. Je sélectionne mes fourchettes de points, etc. Donc là, on voit que j'ai triché, j'ai avancé un peu parce que cette étape peut prendre un peu de temps parce que il y a beaucoup à générer. Et puis ensuite, je peux faire continue. Et puis, je peux, comment dire, soit valider, soit éditer. Je peux rajouter, voilà, j'ai toutes mes catégories. Je peux ajouter des lignes supplémentaires, je peux corriger, etc. Et puis voilà. Voilà comment ma rubrique a été générée avec tous ces, je sais plus, plus d'une centaine de champs sans avoir à faire vraiment beaucoup d'efforts, quoi. Voilà, donc en conclusion, l'IA générative accélère la création d'une grille d'évaluation détaillée avec des commentaires personnalisés. C'est un processus vraiment itératif. Il ne faut pas hésiter à dire à ChatGPT ça va pas. Et puis des fois aussi, il faut pas hésiter non plus à créer un nouveau chat parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous êtes dans un chat, l'historique de ce chat va être utilisé comme contexte. Donc, si vous voulez faire quelque chose de complètement différent ou si ChatGPT part dans comment dire, une mauvaise compréhension, en fait, ou génère pas du tout ce que vous voulez, c'est plus simple parfois d'oublier nouveau chat et là, on part et on redonne du contexte clair. Et puis aussi, en conclusion, ChatGPT et le générateur de grille d'évaluation dans Blackboard Ultra fonctionnent très bien ensemble. Donc, en fait, moi, c'est quelque chose qui marche très bien parce que je veux quelque chose de très précis. Mais mon devoir, c'est quelque chose de très technique et mes catégories sont très techniques. Après, je trouve que les propositions de Blackboard Ultra pour les commentaires sont beaucoup plus pertinentes beaucoup plus pertinente que ChatGPT, par exemple, pour quelque chose qui est plus autour d'un essai, d'une dissertation, des choses comme ça. Là, je trouve que les commentaires proposés par Blackboard Ultra, rubrique Generator, sont beaucoup plus pertinents que ChatGPT.
Anne-Gaëlle, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette superbe explication, démonstration du travail, l'énorme travail que vous faites au niveau de l'évaluation. Antoine, tu avais une question? Oui, alors j'avais une petite question pour revenir sur le côté itératif du processus, parce que on l'a vu, c'est vraiment très, très itératif. Il y a beaucoup d'allers-retours, un vrai dialogue. Est-ce que, Anne-Gaëlle, tu as réfléchi après cette expérience, après plusieurs expériences, à essayer de pouvoir générer un prompt qui, d'emblée, permettrait d'obtenir quelque chose de plus satisfaisant du premier coup? Je pense que à ce moment-là, il faudrait donner directement un exemple précis. Donc lui donner, voilà, je voudrais, tu sais, quand je demande après les 2 premières, donc mes catégories devraient être comme ceci, et puis par exemple le retour avec les commentaires de retour pour tel critère devrait être ceci. Donc en fait, si tu veux quelque chose de vraiment si tu sais toi déjà ce que tu veux, dis-lui. Parce que je me disais que peut-être, quitte à utiliser Excel, qu'il y aurait peut-être, l'idée d'avoir une sorte de générateur de configurer une sorte de générateur de prompt avec Excel, où Ouais. on donne un peu, on remplit un petit formulaire sur Excel et on obtient un prompt qui fait peut-être 100 lignes, hein, j'en sais rien, mais Ouais. avec tous les critères, et qu'à ce moment-là, peut-être ce prompt, on pourrait le mettre directement dans Ultra plutôt que d'avoir à passer aussi par ChatGPT. Ouais, non, c'est une bonne idée. J'ai pas essayé, mais c'est vrai que c'est une très, très bonne idée, ouais. Ouais, à essayer. J'ai pas essayé non plus, donc je suis, Ouais, on pourra se tenir au courant si on fait des essais tout à chacun. fait. Oui, oui, oui. Ouais, non, c'est, ouais, j'essaie de réfléchir. Ouais. Et c'est donc on en parlait avec Raphaël déjà la semaine dernière à propos de guide du prompt, quoi. Tous ces différents cas d'usage, comment obtenir le meilleur de la génération par l'intelligence artificielle. Et c'est ce que tu montrais, donc tu as copié-collé carrément un fichier Excel dans la petite boîte de description, parce qu'on se dit, ah mais dans cette boîte, peut-être on peut mettre que quelques lignes, parce elle est petite à l'écran, mais en fait on peut copier, je ne sais pas s'il y a une limite. Je sais pas. D'accord, au En niveau de fait, la ouais, taille du copier-coller. ouais. Alors bien sûr, plus le copier-coller est important, plus il y a un risque, ça ne marche pas. Mais là, tu as carrément un fichier Excel dans la boîte de description. Oui, en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas, comment dire, donc nous, comment dire, mon collègue Gunther qui s'occupe comment dire, c'est le chef de Blackboard chez nous, quoi. Je sais pas D'accord, comment ouais, tu. ouais. Le responsable. Voilà, donc en fait, l'IA générative n'était pas encore enabled, pas encore ouverte à tous, autorisé, ouais. autorisée. En fait, il était sur le serveur de test. Et en fait, il m'a dit, bah, est-ce que tu veux essayer? Donc j'ai dit, bah, bien sûr. Mais j'avais pas eu comment dire, de démonstration, donc je savais pas, j'avais accès à l'outil, mais je savais pas comment l'utiliser. Donc, bah, dans ces cas-là, des fois, bah, on fait des choses qui n'étaient pas On fait du prévues. bricolage, ouais, on essaye, Ouais, ouais, et ouais, du ouais, coup, ouais. c'est ça qui s'est passé parce qu'en fait, bah, c'est ça, après, je vous avais contacté, j'avais contacté votre équipe et je lui ai dit, bah, j'ai découvert que ça marche super bien et en fait, c'était vraiment un cas pas prévu. Et donc ça, c'était super parce que je pense que si j'avais eu une démo, en fait, j'aurais pas pensé à faire ça. Parce que ben, quand on a une démo, on nous dit, bon voilà, c'est comme ça qu'on utilise cet outil. On n'a pas forcément après l'idée de se demander, ben, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est un petit peu ça qui s'est passé. C'est que ben, moi, au départ, j'étais partie sur l'idée d'utiliser ChatGPT vraiment pour générer mes rubriques et je cherchais
un moyen, quand on m'a dit que je cherchais un moyen de l'incorporer dans Blackboard, et parce que je voulais que les notations soient faites dans Blackboard, et je voulais aussi des grilles d'évaluation, et j'avais pas envie de les écrire entièrement à la main. Donc c'était ça vraiment le use case, et puis c'est ça que ça a été, voilà. Voilà ce qui s'est L'importance, passé. d'où l'importance de tester, hein, de copier-coller, de pousser les limites, de Ouais. jouer avec l'outil et le fait d'avoir accès à un environnement test. Ça aussi, où il y a beaucoup d'organisations qui proposent un bac à sable sandbox, un cours test, où il n'y a pas d'étudiants et l'enseignant peut essayer d'être le plus créatif possible ou pousser les limites, d'accord, de la technologie. Et bien sûr, avant d'autoriser de nouvelles fonctionnalités, en théorie, chaque organisation ou chaque responsable essaye de les tester, d'accord? Mais bien sûr, il ou elle n'a pas la science infuse et d'intégrer ou de demander à des enseignants comme toi, Anne-Gaëlle, de venir et d'utiliser l'outil avant certaines fonctionnalités, avant de les permettre, de les rendre disponibles à l'ensemble de l'université, c'est aussi très important. C'est une bonne pratique. Il y a un commentaire de Asma dans le chat, un modèle à suivre pour plus de précision. En fait, plus vous avez du contenu dans votre cours, Asma, plus le rendu par les fonctionnalités d'intelligence artificielle seront précis, seront pertinents. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est ce guide du prompt, en fait, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces petites boîtes de description, d'accord? Du fichier Excel ou d'essayer d'avoir en tête vos critères, d'accord? Pour générer, par exemple, votre grille d'évaluation, si vous avez une idée des critères ou si vous avez un document de votre université ou d'école de commerce qui mentionne ces critères, d'accord? N'hésitez pas à faire du copier-coller dans la description et voir ce qu'il en ressort, jouer avec le niveau de complexité, jouer avec le nombre de colonnes, jouer avec le nombre de lignes aussi, hein, puisque vous voyez, vous pouvez en avoir 7, 8, 10, et puis après les enlever. Je vais peut-être revenir sur quelque chose d'important qu'on peut retirer de cette séance, c'est pour moi le lien entre l'évaluation authentique, donc le sujet précédent, et les grilles d'évaluation. Pour moi, c'est très très lié. Plus on va être précis dans la façon dont on conçoit ces critères d'évaluation, de façon la plus objective possible, plus on va pouvoir détecter les éventuelles dérives d'intégrité académique des étudiants, en fait. Donc ça a vraiment une valeur déjà éducative, puisque les étudiants savent ce qui est important pour eux, donc il y a ce côté un peu réflexif de la grille d'évaluation. Et puis, il y a le côté aussi, voilà, évaluation, voire sanction. Un étudiant qui, par exemple, fait juste un copier-coller du sujet dans le chat GPT, a priori, ça ne va pas être suffisant pour pouvoir respecter précisément tous les critères de la grille d'évaluation. Donc voilà, il va s'en sortir, on le sait, il va s'en sortir avec un 8, avec un 8 ou un 9 sur 20, et il n'aura rien appris, et c'est voilà. Pour moi, c'est une bonne façon aussi de répondre à toujours la question de est-ce qu'on veut détecter l'usage des IA, etc. Je pense que naturellement, en fait, si on a une grille d'évaluation qui est très précise, qu'il y ait eu utilisation de l'IA ou pas, en fait, à la fin, si l'étudiant sera évalué en fonction de ses vraies capacités. Et pour finir, je l'avais cité à une session précédente, on peut donc, vous le savez, on peut générer des sujets d'évaluation authentiques, notamment dans les discussions.
Et j'ai fait le test de faire un copier-coller du sujet qui est généré, donc qui est généré de façon à être très précis. Par exemple, vous vous appuierez sur des exemples concrets tirés de votre situation professionnelle, ou vous illustrerez votre rendu, etc., par des photos, des images, etc. Donc la consigne est suffisamment précise pour que ça puisse être assez efficace de faire un copier-coller dans le générateur de grille d'évaluation, pour que tout ce qui est présent dans la consigne puisse donner lieu à une ligne dans la rubrique, pour que voilà, qu'on soit vraiment évalué en fonction de ce qui a été demandé dans la consigne. Donc ça, c'est vraiment, ça me semble être porteur d'un grand potentiel. Et puis pour terminer, c'est le travail qu'a fait Anne-Gaëlle est assez, très impressionnant. Et juste, je voulais te redemander, Anne-Gaëlle, combien de temps ça t'avait fait gagner de passer, cet outil, voilà, de passer par les IA comme assistant à la production de ces grilles par rapport au temps que tu mettais avant. Est-ce que tu as une... Ça se compte en jours, hein, je pense. Oui, parce que je pense que tu mettais plusieurs, c'est tellement riche que tu mettais probablement plusieurs jours à construire ta grille d'évaluation. Ouais, en fait, et j'en ai parlé. Ouais, je mettais. En fait, comme j'en avais une de base, je pouvais je pouvais la recopier en fait. Et après, il fallait que je l'édite. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait toujours un critère que j'avais oublié de changer ou des choses comme ça. Mais ouais, c'était peut-être. Je dirais un jour, mais s'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, alors que là, ça me prend quelques minutes. Et j'ai même, en fait, j'en ai parlé avec des collègues dans une autre discipline qui me disaient qu'en fait, c'est tellement long de créer les rubriques dans Blackboard à la main qu'ils utilisent des vieilles rubriques qui sont pas bonnes parce qu'ils ont vraiment pas le temps de créer les rubriques qu'il faudrait. Donc leurs rubriques sont obsolètes, elles sont voilà, c'est datées, ça. Ouais. parce que ça prend trop de temps au niveau manuel de les refaire, de recalculer, Et notamment etc., toutes les etc. descriptions des niveaux de satisfaction de critères. Ouais. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Puis en fait, on avait aussi une limite à une époque, on avait une limite à 10, il me semble. Donc là, on est au-delà de ces limites, ce qui est super. Et puis, comment dire, le fait que ce soit intégré dans Blackboard par rapport à, parce qu'évidemment, on pourrait le faire aussi dans Excel, mais le fait que ce soit intégré dans Blackboard, ça permet à, comment dire, à quelqu'un ce qu'on appelle les modérateurs, de venir, de voir comment l'étudiant a été corrigé. Et puis, par exemple, si des fois on peut se rendre compte qu'il y a une catégorie complète qui a oublié d'être notée. Donc là, on peut le voir. On n'a pas besoin de trouver la grille d'évaluation, la corriger, l'associer avec l'étudiant. Tout est directement dans Blackboard et hop, on corrige ou on n'est pas tout à fait d'accord. On a peut-être un étudiant on n'est pas tout à fait sûr, donc on peut vérifier. En fait, nous, chez nous, tu mentionnes l'assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, oui, et la double correction, voilà, par d'autres enseignants, ou la modération, où il y a un système en Grande-Bretagne d'examinateurs externes, ouais, qui sont externes à l'institution et qui valident la qualité du cours, etc., etc. Et pour elles, les grilles d'évaluation sont essentielles. Ouais. Dès qu'un examinateur externe ou un organisme d'accréditation externe voit les grilles d'évaluation, immédiatement, d'accord, on comprend comment vos étudiants sont évalués. Ouais. Excuse-moi, Anne-Gaëlle. Oui, non, tout à fait. Ouais, donc pour moi, c'est vraiment essentiel que ce soit dans Blackboard parce que ça a tellement d'avantages. Mais c'est vrai que de faire ces grilles d'évaluation à la main, c'était, ouais, je sais plus, Antoine, au moins un jour, peut-être plus. Tu sais, parce qu'en fait, c'est quelque chose où vraiment, c'est tellement
C'est pas le genre de truc que j'aimais faire. Donc, puis évidemment, on n'a pas que ça à faire dans cette semaine-là. Donc, j'irais peut-être une journée totale, peut-être plus, mais en fait, c'était étalé sur peut-être une semaine. Alors que là, c'est vrai que là, on peut être intense dessus parce que le temps de, comment dire, ça va être intense mais court. Mhm, mhm. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu l'as fait avec tes étudiants, moi je le faisais, mais c'est leur faire noter les travaux de leurs collègues en utilisant la grille d'évaluation pour qu'ils Ouais, non, ça, comprennent comment on note et sur quels critères ils sont notés. J'ai jamais fait systématiquement, mais au début du cours pour leur faire comprendre ce qui était important, d'accord, au niveau de leur rendu, au niveau de leur production, quoi. Que c'est simplement, c'est pas la question de faire un jet et de répondre à la question. Ouais. Non, je le fais pas, mais c'est vrai que le fait de leur donner accès aux rubriques avant, avant de la soumission du devoir, ça leur permet de voir vraiment où sont les points et il n'y a pas d'ambiguïté du coup, ni pour eux, ni pour... oui, tout à fait. Ça leur permet de comprendre les différents aspects de leur performance, tout à fait. Ils peuvent voir du coup où sont leurs faiblesses. Et puis en Mhm. général, ils sont d'accord. En général, en fait, je note, en fait, je note avec eux. Donc, je note pas dans mon coin, je note devant eux. Et puis, il n'y a pas d'ambiguïté, on n'a pas de discussion parce qu'en fait, ils sont tout fait d'accord. Bon, là, tu as Mhm. rajouté 3 propriétés. Bon, c'est 3 points. Là, il y a. Donc, en fait, c'est ça. La clé pour nous, pour gagner du temps sur le long terme, il faut passer vraiment du temps au départ pour avoir une bonne grille d'évaluation pour éviter après les, les moments où on ne sait pas, est-ce que ça c'est 5 ou est-ce que c'est 3 et puis après, d'une personne à l'autre, ça peut varier. Donc, c'est pour ça que pour nous, on peut le faire dans les choses, dans les devoirs techniques comme celui-là, par exemple. Donc, c'est... Donc ça aide les étudiants les plus faibles à comprendre les manques, ce qu'ils ont oublié ou négligé de faire dans le travaux. Et puis les étudiants les plus performants, ça permet de leur aussi de comprendre comment ils peuvent s'améliorer aussi, d'accord? Parce que c'est toujours, ah, mais comment ça se fait? Ma collègue a eu 18 sur 20 et moi que 16. Ah, parce que c'est une fille, c'est normal. Non, 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 il y a des critères. C'est pas à la tête de l'étudiant que la note a été produite. Ok, bah, je crois qu'on va. Oh, ah, oui, Raphaël, oui. Oui, oui. Alors, j'ai juste un petit témoignage rapide pour rebondir sur le témoignage de Anne-Gaëlle. Nous, à l'ISAMOD, on a mis en place les grilles d'évaluation depuis qu'on utilise Blackboard, donc ça fait 4 ans maintenant. Et effectivement, c'était exactement dans cette démarche d'avoir des critères les plus objectifs possibles pour qu'il n'y ait pas de réclamation, que l'étudiant il comprenne exactement tous les niveaux sur lesquels il a été noté, donc que ce soit le fond ou la forme. Vraiment, c'est ce que j'explique à nos profs, c'est vraiment des critères à 360 degrés, quoi, qui vont prendre en compte tous les aspects du devoir rendu. Et donc, ce qu'on fait, j'en parlais comme une bonne pratique, c'est qu'effectivement, ces grilles d'évaluation, elles peuvent être assez longues à mettre en place. Bon, alors, celle d'Anne-Gaëlle, c'est encore plus, mais même si nous, on est déjà dans des grilles un peu plus simples, cela dit, réfléchir les critères, c'est quand même quelque chose d'assez long. On les formule vraiment avec des phrases, on essaye de faire quelque chose qui soit voilà, développé quand même pour l'étudiant. Et du coup, on met en commun, en fait, on a ce fameux cours portail intervenant, où j'ai plusieurs enseignants qui enseignent la même matière et qui doivent évaluer avec la même grille aussi pour qu'il n'y ait pas de réclamation entre la classe A et la classe B. En fait, ils font du partage de grilles d'évaluation. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité de Blackboard que je trouve hyper pratique. C'est-à-dire qu'on fait un partage par matière. Et non seulement ils vont déposer leur sujet, leurs devoirs, parce qu'ils vont se répartir le travail, mais ils vont aussi se partager leur grille d'évaluation. S'il y a 4 profs qui font la même matière, ils se disent, bon, bah, toi, tu fais les 2 premières grilles, toi, les deuxièmes. Et ça permet de faire comme ça un travail conséquent, collaboratif entre tous les enseignants. Et donc, avec cette possibilité de faire du copy-content, même juste de la grille d'éval, on peut tout copier. Maintenant, on peut copier des annonces, on peut copier des devoirs.
Ça, je trouve ça rentabilise le temps parce que c'est un peu ça dont on parle aussi, c'est que on passait beaucoup de temps à faire nos grilles, beaucoup de temps de notre côté, et qu'aujourd'hui, l'IA nous fait gagner du temps, mais qu'en plus, on a cette possibilité de faire un travail ensemble, collaboratif, où même à titre d'exemple, hein, moi, ce que j'ai fait, c'est dans mes templates de Blackboard, j'ai mis une grille type. J'ai mis dans tous mes cours une grille type telle que je veux qu'elle soit utilisée dans mon école. Par exemple, chez nous, c'est forcément 3 colonnes. Parce que on nous a dit que c'était voilà, acquis, partiellement acquis, non acquis, que c'était le même wording. Donc, je leur dis, voilà, je vous laisse une grille vierge, mais qui est déjà calibrée. Nous, c'est pourcentage et c'est pas les fourchettes de points. Et je leur explique comment formuler les critères. Et je leur mets tout ça dans un module enseignant qui est non visible pour les élèves. Je leur dis, voilà, dans chacun de vos cours, vous avez une grille vierge. Vous l'utilisez, vous la dupliquez, vous la multipliez. Et le portail, en plus, vous déposez vos grilles une fois qu'elles sont faites. Et comme ça, vous pouvez aussi vous les partager. Mais voilà, il y a toute une grande réflexion à mener. Mais très intéressant, le travail d'équipe, Ouais, d'accord? le travail d'équipe. La technologie, c'est complexe, le champ des savoirs, des compétences évolue sans cesse. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, culturellement, historiquement, on travaille seul. Et de passer en équipe, de travailler en équipe ou de travailler avec des collègues, c'est pas évident, mais quand une école, une université peut l'encourager, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, le travail collaboratif apporte beaucoup. Et puis, ce que tu disais, Raphaël, au niveau de l'uniformisation, d'accord, oui, on va voir tel critère et telle colonne. Donc, on peut se dire en tant qu'enseignant, oui, c'est une limite, j'aimerais en avoir plus, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est perçu de manière extrêmement positive par les étudiants, parce qu'il y a une cohérence. Alors, on Voilà, ne pour limite pas le nombre de critères, hein. Ils peuvent vraiment d'accord. faire, comme Anne-Gaëlle, un nombre incroyable de critères. On limite le nombre de colonnes. De colonnes, De d'accord. colonnes, parce que les colonnes, c'est les niveaux de complétion de chaque D'accord. critère. Et ça, on a essayé d'homogénéiser ça. Donc, c'est pas le truc par défaut quand on clique sur créer une grille d'évaluation, c'est pas le truc par défaut. C'est un truc qu'on paramètre nous-mêmes pour notre école. Et parce qu'on veut que ce soit que ce soit la même chose que lors de nos grilles de certification. Donc, on veut que ce soit homogène. Et donc, ça, c'est vrai qu'on l'impose entre guillemets à nos enseignants. Mais par contre, le nombre de critères, ça, ils sont complètement libres. Ce qu'on veut, Ok. c'est que des étudiants qui suivent une matière, quel que soit leur enseignant, soient évalués de la même manière. C'est-à-dire un élève en histoire de la mode qui est en BM1 FR1 et celui qui est en BM1 FR5, on veut qu'il ait la même grille d'évaluation. Parce que on trouverait ça injuste qu'il y en ait un qui ait 2 critères et il y en a un qui en ait 8, quoi. Donc ça, on essaye quand même de pousser les profs effectivement à travailler en collaboratif dans l'intérêt de l'étudiant. Et on veut plus qu'il y ait des gens qui disent oui, mais le prof, il m'aime pas, c'est pour ça qu'il m'a mis une mauvaise note. C'est Ouais, vraiment ouais. le truc qu'on ne veut pas. On veut que les critères soient objectifs, qu'ils soient vraiment pour tous les étudiants et qu'on s'assoit, comme tu dis, Anne-Gaëlle, à côté d'eux, on dit bah voilà, regarde ce critère, tu vois, ce critère. Enfin, quand c'est transparent, les élèves, ils acceptent, hein. Quand ils voient ce qu'on voit, on voit ce qu'ils voient, et à un moment donné, ils peuvent faire que face à la réalité. Donc les critères nous aident à être très objectifs.